Bonjour et bienvenue dans Du vent sous la robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier et dans cet épisode, j'accueille Soumi Saint-Auguste et Marie Bernard. Avec Soumi et Marie, on a parlé d'Open Law, cette association qui vous aide à découvrir et à expérimenter l'innovation dans le domaine du droit au travers de programmes et de ressources accessibles à tous. On a également parlé du mode de fonctionnement très collaboratif d'Open Law, qui regroupe une très grande diversité de profils dans ses membres et ses participants, qui fait vraiment la valeur ajoutée de leurs différents travaux. On a parlé des innovations menées par les acteurs publics, mais on a aussi parlé de ce qu'Open Law permet d'apporter à ses membres et participants, c'est-à-dire un vrai lieu d'expérimentation, que ce soit pour les particuliers ou les personnes morales, un espace neutre, sans risque, qui permet de s'essayer à tout un tas de sujets et d'innovations. Mais on a aussi parlé de la production par Open Law et ses membres de ressources communes, partagées, accessibles à tous, qui font la richesse de cette association et qui permettent la création d'applications et de solutions. Ces ressources sont d'ailleurs accessibles sur le site d'Open Law et je vous invite vivement à aller faire un tour si ce n'est pas déjà le cas sur leur site internet. Vous avez accès à toutes les ressources, tous les communs issus des différents programmes d'Open Law et justement, on a aussi parlé des programmes qu'ils ont mis en place et des programmes qui sont en cours et qui vont être mis en place. Et puis on a parlé de ShareLex, cette plateforme de partage de contenu juridique qui fonctionne un peu comme un Wikipédia du droit. Et puis, enfin, on a parlé de coopérative d'avocats, cette nouvelle forme de structure d'exercice. Bref, on a parlé de plein de choses, et cet épisode montre la diversité des actions menées par Open Law pour sensibiliser et pousser à l'action les acteurs du monde du droit. Donc, je vous souhaite une très belle écoute, et j'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Soumi, bonjour Marie, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui dans ce podcast. Bonjour Laetitia, bonjour. Soumi et Marie, vous êtes respectivement responsables du Lab Prospective chez Lefebvre Sarrut et fondatrice du cabinet de conseil en innovation Bleu de Prusse. Mais vous êtes aussi, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, présidente et vice-présidente de l'association Open Law Le Droit Ouvert qui œuvre pour l'innovation dans le domaine du droit. Soumi et Marie, est-ce que vous pouvez nous présenter Open Law et nous parler de la jeunesse de sa création et de son fonctionnement? Alors Open Law, au tout début, c'était un programme d'innovation ouverte qui a pris place toute fin 2014 et qui avait pour ambition d'accompagner l'ouverture des données publiques, à l'époque celle de Légifrance et du journal officiel, programme co-construit avec l'ADILA, le laboratoire d'innovation de l'ADILA. Et de fil en aiguille, et parce que ce premier programme a rencontré un vif succès, la démarche s'est structurée et a débouché sur la création d'une association dans l'année qui a suivi. Et le principe d'Open Law, depuis les tout débuts, il est d'accompagner les acteurs de l'innovation du droit dans toute leur diversité, en pariant précisément sur la mise en commun d'intérêts qui sont a priori divergents, de positionnements a priori distants, dans un espace neutre qui favorise le dialogue et, au-delà du dialogue, la construction potentielle de ressources communes pour l'ensemble des acteurs du droit. Donc c'est vraiment construit sur un mode collaboratif pour permettre à tous les acteurs d'évoluer ensemble et de créer aussi des ressources communes. Oui, absolument. Cet espace neutre dont vient de parler Soumi, ça permet pour un moment de faire fi de ses intérêts divergents et de travailler sur un programme dont chacun perçoit qu'il peut être intéressant d'explorer sans contrainte. Ça crée en fait une bulle que nous, l'association, avec la communauté, on anime et on fait vivre, on donne un sens et on produit des livrables qui sont après partagés. Et est-ce que l'objectif lors de la création a évolué au fil des années ? Alors complètement, parce que comme je le disais, le point de départ portait sur la donnée juridique, en l'occurrence publique, et son ouverture, avec des questions sur les formats, sur l'interopérabilité, des questionnements assez technologiques et évidemment numériques. Mais très vite, Open Law s'est emparé d'autres axes qui sont la transformation et l'innovation dans les pratiques professionnelles, dans les usages aussi du droit. Donc on a plein d'exemples qu'on va aborder, je pense, un peu plus tard. Et à qui votre association s'adresse-t-elle ? Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les différents profils des membres et participants d'Open Law ? Alors, la réponse facile et courte, elle serait de dire qu'elle s'adresse à tous.
Sans discrimination, ça veut dire qu'elle s'adresse aussi bien à des particuliers, des étudiants, des juristes praticiens, des avocats, d'autres professions réglementées, des juristes en entreprise bien évidemment, qu'à des personnes morales, donc des organisations, des start-up, donc du secteur du droit, des legal tech, ou des éditeurs juridiques, voire des cabinets de conseil. Voilà, donc il y a une très grande diversité dont on est assez fier de considérer qu'elle est très représentative en fait de l'écosystème de l'innovation juridique aujourd'hui. Et en fait, cette hétérogénéité, on la recherche et elle fait toute la richesse et la spécificité d'Open Law, puisqu'on fonctionne vraiment sur un modèle d'innovation ouverte et en étant un véritable forum ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sachants, il n'y a pas de personnes qui arrivent pour donner des leçons. C'est une posture d'humilité, de naïveté pour embrasser ces sujets qui, au départ, en tant qu'innovateur et en tant qu'écosystème juridique au sens large, on a tous à découvrir à des degrés divers, mais tous à découvrir. Donc on expérimente, on documente et puis après on repartage. Donc de ce que je comprends, les participants sont vraiment variés et touchent un peu à toutes les professions et tous les profils dans le domaine du droit. Je sais que vous militez aussi beaucoup à Open Law pour l'interprofessionnalité et donc c'est une belle représentation. Pourquoi c'est si important l'interprofessionnalité à vos yeux ? Alors, je vais faire une réponse très personnelle et qui fait écho à ce que j'entreprends par ailleurs dans mon lab prospective. C'est que lorsqu'il s'agit d'innovation, il me semble qu'on doive nécessairement emprunter une voie pluridisciplinaire et s'ouvrir à d'autres expériences, à d'autres expertises. Il y a un parallèle avec la démarche d'interprofessionnalisation dans le droit et on a un programme qui travaille activement sur l'interpro telle qu'elle a été conçue et modélisée dans la loi Macron. Mais au-delà, ça résonne avec tous les autres programmes et la manière dont on s'empare de sujets aussi divers que le design appliqué au droit, les opportunités de la blockchain, la formation. Avec un peu de recul, je me rends compte que dans chacun de ces programmes, on a su cultiver cette diversité, ce brassage des profils et d'expériences. Par exemple, sur des programmes que j'ai eu l'occasion d'animer, comme le legal design ou comme la formation, il y a une valeur ajoutée clairement différenciante par rapport à d'autres productions issues de think tank ou de cercles plus, académiques qu'Open Law, à permettre et à favoriser et à encourager ce dialogue entre les spécialités. Donc évidemment au sein des professions du droit, parce qu'on se rend compte à quel point effectivement les regards déjà entre avocats et magistrats, documentalistes, élèves avocats, élèves fonctionnaires sont potentiellement très très différents et ne se croisent pas si facilement. Donc au sein du droit, et puis évidemment au-delà, parce que quand on s'intéresse au numérique, on va nécessairement recueillir les éclairages de la sociologie, de l'histoire, de la philologie, aussi, bien sûr, et oui, sans parler de l'incontournable apport de nos amis techniciens, ingénieurs, sans qui on ne pourrait pas avancer intelligemment. Je pense également qu'il y a une forme de cercle vertueux parce qu'au fil des 5 années qui viennent de s'écouler, Open Law a acquis aussi une forme de réputation qui nous permet en fait presque par capillarité, quand il y a un sujet d'intérêt pour notre communauté immédiate, donc le cercle des juristes ou les professions du chiffre et du droit, d'aller chercher où il y a toujours quelqu'un qui va avoir l'idée, tiens, on a vu ça ici, ça là, et on peut, avec l'étiquette d'Open Law, approcher relativement facilement, bon déjà on a un bon réseau, mais approcher relativement facilement sur la base de ce qu'on a déjà produit, d'autres personnes. Donc la dynamique de curiosité et de partage s'entretient assez facilement. Et justement, puisqu'on parle d'attirer d'autres acteurs, etc., je sais que vous avez parmi vos travaux en cours un lien particulier avec les innovateurs publics. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, absolument, mais c'est né d'une réflexion sur le fait que les acteurs publics ont déjà d'une part, dans leurs problématiques d'innovation, de modernisation, des enjeux qui sont très proches, qui recoupent ceux des professions du chiffre et du droit. On peut penser en termes tout simplement de conduite du changement, de modèles d'expérimentation, d'ingénierie de l'innovation, mais même sur le cœur de métier. Il y a beaucoup de métiers de la fonction publique qui requièrent des dynamiques d'open data, qui requièrent des dynamiques de partage d'informations, de construction d'applications avec des API ouvertes, des questions de documentation de projets ou de documentation d'activités. La documentation, c'est un des cœurs des professions juridiques. Donc on va dire assez naturellement, c'est sans parler même d'interprofessionnalité, c'est un champ totalement connexe avec lesquels on a très récemment exploré des synergies fabuleuses. Mais c'est vrai que quand on parle d'innovation, on parle rarement en fait des innovations menées par les acteurs publics. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ?
À l'occasion de la loi Le Maire, on a mené un programme autour de l'ouverture en open data des décisions de justice. Et à cette occasion, on a pu accueillir et entendre et faire se dialoguer donc avec des acteurs du secteur privé et associatif, les acteurs de cette transformation. Donc la mission Etalab. Vous pouvez juste présenter Etalab pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors Etalab, comme son nom l'indique, c'est un laboratoire de l'État qui était donc à l'époque niché dans la direction interministérielle du numérique et des SI. Désormais, c'est la DINUM. Et cette mission a mis en place des façons d'innover tout à fait inspirantes, en cassant d'une certaine façon, très probablement, les modes de production de la commande publique. Je pense que Marie, tu as une vision actualisée de cette transformation. Oui, au niveau de la commande publique, effectivement, il y a un immense chantier qui est en train de se matérialiser. Ça part du principe de l'État plateforme, en partant du principe que les acteurs qui souhaitent avoir accès à un marché public doivent pouvoir utiliser une plateforme qui sera facile d'accès, qui leur permettra de poser leurs offres de manière simple, d'avoir des données de benchmark, enfin voilà. Il y a un ensemble d'avancées du côté des pétitionnaires. Il y a également l'idée que ça se fait en mode collaboratif avec des ateliers qui impliquent des collectivités, aussi bien des régions, des communes, des métropoles, que différentes agences qui gravitent autour des services publics pour être sûr que c'est construit en adoptant la perspective de l'usager. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent être très utilement partagées avec notre public de juristes au sens large, parce qu'il y a des enjeux qui recoupent, il y a tout ce qui est pseudonymisation, transparence des algorithmes, mais il y a aussi le fait que ceux d'entre nous qui doivent conseiller des collectivités ou des acteurs qui veulent s'engager sur des achats publics peuvent avoir une certaine valeur ajoutée à voir comment tout ça est construit et participer au projet. Et est-ce qu'il y a d'autres exemples de plateformes en dehors de la commande publique, de plateformes ou d'innovation dans le domaine du droit menées par des acteurs publics? Un exemple de cette démarche, c'est le Code du travail numérique, où plutôt que de penser documentation, qualité et rigueur dans l'organisation des contenus en vue de diffusion et de publication, on pense service. Donc il y a un vrai changement de paradigme. Et si on regarde aujourd'hui la plateforme du Code du travail numérique qui a été mise en ligne en début d'année, on est dans une expérience qui est proche de celle que vise service public, où l'usager, le travailleur ou l'employeur pose sa question et en réponse à un contenu qui est adapté à sa problématique et qui ne préjuge pas de sa capacité à naviguer dans un texte de loi et dans une documentation qui parfois est abrupte. Concernant le droit des sols et l'urbanisme, donc il y a un énorme projet qui est en cours actuellement, qui n'est pas lié à OpenLaw, mais ça fait partie de notre veille. Donc là, on parle de dématérialisation du droit des sols, avec les autorisations d'urbanisme. Le ministère de la Transition écologique et solidaire, entre autres, a entrepris avec une large palette d'acteurs de mettre en application un aspect de la loi Elan qui prévoit qu'au 1er janvier 2022, toute commune de plus de 3500 habitants en France devra offrir une procédure dématérialisée pour suivre le cheminement des autorisations d'urbanisme. Donc ça veut dire se débarrasser en fait d'une myriade de formulaires CERFA qu'on devait remplir parfois en multiples exemplaires. Et donc on a là des enjeux qui nous intéressent en termes de dématérialisation effectivement, de transparence des processus, de responsabilité, de responsabilisation, du fait de pouvoir effectivement voir s'il y a un blocage, comment on peut agir en tant que citoyen, mais peut-être aussi en tant que juriste. Donc il y a des enjeux derrière cet immense chantier. Vous imaginez ce que c'est que d'équiper la France entière quasiment, voilà, d'un tel projet. Et donc il y a effectivement les enjeux de faire monter en compétence les agents territoriaux dans les communes ou voilà qui n'ont pas forcément l'habitude de gérer un outil qui va être vraiment tout neuf pour eux. Donc des aspects de conduite du changement, de management, etc., de relations avec l'usager, avec les pétitionnaires. Et tout ça, en fait, ce sont des choses qui sont, comme je disais tout à l'heure, extrêmement proches de ce que les gens de la communauté OpenLaw expérimentent dans leur vie professionnelle. Donc si on effectue cette veille, ça permet aussi d'avoir des retours d'expérience, éventuellement d'inviter un tel ou un tel à s'exprimer, enrichir notre débat. Justement, ça m'amène à vous demander qu'est-ce que les membres et les participants aussi au programme chez OpenLaw peuvent retirer de leur adhésion, de leur participation. Je peux commencer en expliquant pourquoi, à l'époque où j'étais directrice de l'innovation dans un cabinet d'avocats, j'avais été intéressée par cette association qui à l'époque était toute jeune.
Tout simplement parce que dans ma posture de cabinet d'avocat, on avait pas mal de sujets à surveiller, en plus de garder un œil sur la concurrence. Et c'était un moyen en fait d'aller directement au cœur des sujets en passant au-delà des effets d'annonce, des communiqués de presse, de voir vraiment dans cette bulle où en était chacun par rapport au cœur de la réflexion sur l'état de l'art. Ça peut être, tiens, comment vous utilisez telle donnée ouverte, comment on travaille avec une API, parce qu'au départ on était tous en train de découvrir un peu la poule aux œufs d'or, et d'évoluer, d'être vraiment au cœur de l'évolution et de pouvoir rebasculer en interne dans mon organisation des préconisations qui étaient basées sur quelque chose de tangible et pas juste le fait de participer à un effet de marketing sur un espèce de buzz de l'innovation. Et en complément, et ça rejoint l'expérience de Marie, j'ai le sentiment que des adhérents, comme c'était le cas de ton cabinet d'avocat, donc des adhérents personnes morales, viennent trouver chez Open Law un espace où ils peuvent effectivement explorer en toute liberté des hypothèses, des pistes, avec une vraie incertitude, un vrai risque, que en interne de l'organisation, on ne pourrait peut-être pas prendre. A fortiori, je dirais, depuis cette année, oui, où on a bien vu les budgets de nos partenaires et de nos interlocuteurs se contracter, nécessairement se concentrer sur le cœur de leurs activités. Avec Marie, on a une formule astucieuse, malicieuse, qui consiste à dire que c'est une façon d'externaliser en fait une démarche de R&D. Et moi, à titre personnel, c'est comme ça que je l'ai vécu et que j'ai initié le partenariat entre mon groupe et Open Law, parce qu'il y avait clairement des sujets qui nécessitaient du temps et une absolue liberté, une absolue neutralité que ne permet pas une direction d'innovation qui a une obligation quand même de retour sur investissement, même si les KPI sont différents. Ça, je pense que c'est essentiel, mais je pense que c'est valable aussi pour les individuels qui adhèrent. Le point de départ est souvent la curiosité et la promesse de liberté dans les échanges autant que dans la nature des objets d'exploration. Parce qu'effectivement, quand on a démarré nos travaux il y a maintenant plus de 3 ans sur le legal design, on était effectivement un peu tout seul, mais on pressentait que ça allait potentiellement changer la donne, quand bien même ce n'était pas du tout technologique. Et on est très content de voir que ça s'est effectivement transformé, que ça a mûri, que le marché s'en est emparé, qu'il y a désormais des acteurs qui sont engagés dans ces démarches et puis qui renouent d'une certaine façon avec ce que sont fondamentalement les professions du droit, qui sont de se concentrer sur la réponse à un besoin adressé par l'usager, le justiciable, le citoyen. Je parle du legal design parce que souvent dans les candidatures, des demandes d'adhésion qui nous sont adressées par des particuliers, c'est souvent ce qui revient. Donc il y a une vraie demande par rapport à ça. Ouais. Donc si on résume, c'est la découverte d'innovations, de nouveaux sujets, de nouvelles pratiques et le retour d'expérience et puis la possibilité d'expérimenter aussi en toute liberté des choses qui seraient peut-être plus difficiles dans un autre cadre à mettre en place pour des raisons aussi de retour sur investissement, enfin dont vous avez parlé tout à l'heure. Tout à fait, et quand bien même on n'est pas en mode projet, on n'est pas que dans de l'exploration pure, on prend un sujet, on s'en empare et puis on le laisse. On a pour ambition aussi de produire collectivement des ressources. Bah justement, je voulais vous demander un peu comment ça fonctionnait. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, effectivement, il y a quelque chose qui est assez fondamental, qui revient quasiment à chaque bloc que l'on propose, c'est cette perspective de travailler pour construire un commun. Alors c'est peut-être, si vous voulez, pertinent que je vous recadre un peu ce qui est un commun, oui, tout à fait. Parce que les conditions pour créer et maintenir un commun, que ce soit un commun numérique ou un commun d'usage, il faut 3 choses en fait. Il faut un groupe d'acteurs hétérogènes, et ça, on vient d'en parler depuis le début, ça peut être des gens du public, des gens du privé, des clients et des fournisseurs, des partenaires, des concurrents, des individuels, des individus, des organisations. Voilà, on a ce creuset, ça c'est l'un des premiers éléments. Il faut des ressources qui sont partagées et ouvertes, ça c'est la base, et on travaille chez Open Law à nourrir ou à matérialiser ou à créer, quand ça n'existe pas, des référentiels, des bases de données ou à les réutiliser. On a travaillé au départ avec les données ouvertes de l'ADILA, c'est dans notre ADN, mais on s'empare de données, de bases de données sous différentes formes. Donc toutes ces ressources partagées et ouvertes, on les met aussi en pivot, en centre de nos programmes. Et puis le 3e élément pour dire qu'on travaille sur un commun, qu'on s'empare d'un commun, c'est qu'il y a des règles de gouvernance et d'usage. Ce qui veut dire que les gens qui viennent participer à nos programmes, ils peuvent le faire en ayant dans un coin de leur tête la stratégie d'en tirer un avantage commercial à un moment ou à un autre. Mais tant qu'on est dans le cadre du programme proprement dit, là, ce qui va être produit, c'est quelque chose qui sera non exclusif, qui va appartenir à tous et non rival. C'est-à-dire que l'usage qu'on va en faire d'un côté ne va pas empêcher un autre de l'utiliser. Il n'y a pas de rivalité et ça se matérialise par des chartes,
chartes, par des licences ouvertes, des accords de partenariat, de contribution, etc. Ça peut sembler rigide comme ça, mais en fait, ce sont vraiment les éléments de gouvernance qui permettent que les acteurs qui interviennent, et encore une fois dans toute leur diversité, peuvent vraiment pendant 3 mois, 6 mois, 9 mois selon le programme, se donner à fond et sans arrière-pensée puisqu'on a cadré ce qu'on est en train de produire. Oui. Voilà. Et l'utilisation qui pourra en être faite derrière. Exactement. Et après, et on a des exemples de tout ça, effectivement, quand on a mis à disposition et qu'on a un commun qui est bien entretenu sur telle utilisation d'une base de données ou sur telle API, le but, et c'est pour ça aussi que les Legal Tech ont été très très proches de nous et le sont toujours, l'idée c'est pas que ça reste quelque chose de purement théorique, c'est que des gens s'en emparent et créent des applications, des solutions qui vont être utilisées dans la vraie vie, parce que c'est ça, on est connecté avec des besoins réels. Et après, si ça se matérialise par des solutions pour le grand public, pour le service public, mises à disposition gratuitement, très bien, tant mieux. Si ce sont des legal tech qui en font un business, pourquoi pas aussi. Mais nous, on est sur cette espèce d'amorçage communautaire et commun. Et est-ce que justement, il y a des communs qui ont donné lieu à la création de legal tech ou de projets, d'applications qui ont été réutilisés, réexploités? Lors d'un programme qui remonte à 2015 de mémoire, qui s'est appelé Open Law Europa et qui avait justement pour objet de réfléchir activement et donc en produisant des choses concrètes à cette notion de commun numérique du droit, il a émergé des projets à partir des communs qu'on a constitués. Donc concrètement, il s'agissait de mettre à disposition des métadonnées, des référentiels, des vocabulaires pour décrire, pour modéliser de la donnée juridique. Est-ce que vous pouvez juste expliquer ce que c'est que les métadonnées? Alors, les métadonnées, ce sont des données sur les données, d'une certaine façon. C'est un jeu d'éléments qui vont permettre de décrire ou de qualifier des données et qui, donc, dans le secteur de l'information juridique, sont primordiales et sont de fait pensées, modélisées, ordonnées depuis assez longtemps, avec notamment des acteurs qui sont, par définition, très prescripteurs, à savoir, évidemment, donc la DILA en France, mais surtout l'Union européenne. Moi, j'ai envie là de vous faire un parallèle avec ce qui s'est passé très récemment par rapport à l'enregistrement de ce podcast, où un journaliste décryptait ou débuguait une série de photographies publiées par la Maison Blanche du président américain, qui étaient soi-disant prises à, je crois, une journée d'intervalle. Et en analysant les métadonnées de chacune des photos, on s'est rendu compte qu'en fait, les photos avaient été prises à 10 minutes d'intervalle. Ça veut dire que quand vous avez un document, bon là c'est une photographie, mais ça peut être un texte juridique. Il y a des données qui sont pas utiles directement. La photographie, c'est de donner une image. Un texte juridique, ça va être de donner, un cadre de loi, une prescription, une réglementation. Mais il y a des données qui sont attachées, qui sont, on va dire, invisibles ou enfin en second plan, qui vont enrichir, qui peuvent être des questions de date, de format, de savoir si ça a été modifié, combien de fois, quelle version on en est, et puis des choses qui sont encore plus complexes avec des références croisées. Et voilà, les métadonnées, c'est un ensemble de données qui enrichissent et qui permettent, quand on veut croiser les informations, voir les bases de données, qui permettent d'avoir des points d'ancrage communs, surtout si, comme Sumi l'a expliqué, on s'attache à travailler, par exemple au niveau européen, avec des métadonnées qui sont harmonisées, qui vont permettre de faire se rencontrer, dialoguer les informations pour qu'on compare des pommes avec des pommes et pas des pommes avec des bananes. Voilà. Merci. Donc concrètement, 2 projets ont émergé. L'un portait sur toutes les procédures qui étaient sous le coup de la règle silence ou acceptation, pour laquelle en amont on avait besoin en fait d'inventorier et puis de critériser d'une certaine façon, en ajoutant de la métadonnée et en qualifiant les textes, un ensemble de données, de documents que nous avait fourni à l'époque la DILA et sur laquelle on a travaillé de façon collaborative. Un autre exemple a porté sur un jeu de métadonnées descriptives, donc là un peu plus spécifique, et qui a donné lieu à un projet porté par une legal tech à l'époque, adossé à un grand compte du secteur bancaire, qui en a fait pour le coup une véritable offre commerciale. Un autre exemple de commun, ça peut être tout simplement un ensemble de recommandations, des préconisations, un glossaire. Donc là, par exemple, on travaille en ce moment à la constitution d'un glossaire à propos de l'intelligence artificielle appliquée au droit. Notre point de départ, il est que il y a une grande vivacité en fait des débats et des discussions autour de ces sujets qui sont passionnants, à la fois parce que c'est un droit qui est en train de s'écrire, oui,
comme le droit du numérique dans son ensemble, et à la fois parce que l'intelligence artificielle, c'est quand même assez polysémique et ça renvoie à plein d'acceptions selon qu'on est tech ou pas, et selon qu'on est plus ou moins proche des technologies en question ou pas. Concernant les juristes, on est a priori plutôt éloigné, et donc on se débrouille avec ces notions qui débarquent et qui sont pour certaines assez trapues. C'est vrai qu'en fait, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, mais quand il s'agit de définir exactement ce que c'est, ce que ce n'est pas, citer des exemples concrets, en particulier dans le domaine du droit, c'est pas forcément évident. Donc, est-ce que c'est l'objet justement de ce programme-là ? C'est complètement l'objet de ce programme-là que, d'une certaine façon, prendre les acteurs que nous sommes collectivement à rebrousse-poil en proposant un vocabulaire, un glossaire de notions, de définitions clés qui seraient non ambiguës, qui pour certaines pourraient recueillir plusieurs acceptions, l'une très juridique, l'autre plus générique, mais qui permettrait que effectivement on partage en fait un langage commun et qu'il y ait moins de malentendus, qu'il y ait moins de mystification aussi. Donc ça c'est typiquement ce que j'appelle aussi peut-être abusivement un commun. Mais là où je considère qu'il rentre dans la définition, c'est que ce glossaire, il est vivant, il sera mis en ligne sur le site de l'association très probablement, mais il aura vocation à être justement administré et amélioré par la collectivité. Donc à charge pour nous de réfléchir à la façon de modérer les contributions. Enfin, c'est la démarche de Wikipédia. Oui, par justement, exemple. j'allais vous demander Voilà. si c'était sous le même format que Wikipédia avec une contribution en fait collective. C'est complètement l'idée. Et même dans le processus d'élaboration du glossaire, on a imaginé en fait, pour la quelques cinquantaine de notions clés qu'on a retenues, de soumettre à la communauté Open Law des définitions candidates, de manière à recueillir une sorte de consensus sur une définition qui tiendrait la route, avec probablement des observations à la clé quand on a besoin de creuser ou d'émettre des réserves. Et l'idée, c'est de mettre ce glossaire en cours de construction sur une plateforme qui est faite pour recueillir les commentaires, les votes, les contributions dans des processus de consultation en démocratie participative. Donc on va mettre ce texte à disposition. On l'a fait précédemment sur cette même plateforme pour un texte qui, à mon sens, est aussi un commun, en tout cas un actif de l'association Open Law, qui est la charte éthique pour un marché du droit en ligne. Donc c'est une initiative qui remonte à il y a déjà 4 ans et sur laquelle on retravaille actuellement pour lui adjoindre des annexes, notamment à propos du recours aux outils d'intelligence artificielle et aux algorithmes en général. Cette charte éthique, c'est typiquement une démarche de soft law, ce que j'appelais de préconisation par un acteur neutre et tiers du marché, pour permettre que les professions réglementées, avec toutes les exigences qu'elles rencontrent dans leurs règles déontologiques, et les legal tech, avec toute la liberté et le libéralisme qui les caractérise, puissent se retrouver sur un terrain vertueux et sain de concurrence. Donc l'idée c'était vraiment de rapprocher les acteurs entre guillemets traditionnels des nouveaux acteurs type Legal Tech et d'essayer de constituer des règles de bon vivre ensemble pour protéger aussi l'intérêt du justiciable par rapport aux nouvelles offres sur le marché. Oui, l'idée c'était de créer un espace déjà de parole au-delà des positions et des postures et des intérêts que chaque partie prenante défendait initialement, d'essayer de mettre en commun l'ensemble des enjeux pour la profession, de définir une voie vers l'intérêt partagé et puis après de voir comment chacun pouvait s'arranger. Donc cet espace de dialogue et de collaboration croisée avec des personnes ou des entités qui étaient à certains moments presque antagonistes. Oui. Ça a été permis par le mode de fonctionnement justement, comme le décrivait Sumi, itératif, collaboratif, par des espaces de discussion modérés dans tous les sens du terme. Et quelles sont les grandes lignes, les éléments clés justement de cette charte ? Alors sans surprise, il y a des éléments autour de la sécurité, de la confidentialité, autour du conflit d'intérêts. Il y a une exigence qui résonne avec ce qu'on fait par ailleurs en legal design sur la nécessité de pousser une information qui soit la plus transparente possible et donc accessible et lisible et non ambiguë. Et il y a des éléments qui visent à définir, modéliser les relations entre les legal tech et les professions réglementées. C'est un texte qui a 4 ans et depuis 4 ans, le marché a beaucoup évolué. Comme l'a dit Marie, il y avait auparavant une forme de confrontation, il y avait de la défiance, très clairement, quand ces nouveaux acteurs sont arrivés.
Aujourd'hui, il y a une bien plus grande porosité parce que on a beaucoup de legal tech en France qui se trouvent être portés, initiés par des avocats notamment. Et ce texte nécessairement doit évoluer et puis rendre compte de cette nouvelle donne. Et comment on fait pour arriver à élaborer un texte commun ? Alors déjà, il y a la force du collectif et très concrètement, il y a eu donc le recours à cette plateforme qu'on a évoquée qui permettait de pousser donc des éléments du texte en cours de construction, de recueillir des contributions et des avis, mais évidemment, c'était nécessairement embarqué dans un cycle de réunions, de travail pour consolider, pour discuter et puis pour trancher d'une certaine façon sur chacune des propositions recueillies en ligne. Et on rassemble environ 200 signataires, ce qui est plutôt pas mal. En ce moment, on recueille les avis, les retours, disons, des 200 signataires en question en vue de faire évoluer le texte et notamment de construire des annexes, disons, thématiques sur des volets plus technologiques. Quelles sont les nouvelles thématiques ? A priori, les projets d'annexes porteront sur le recours aux algorithmes, l'encadrement souhaité pour ce recours et cet emploi, et sur la cybersécurité, les engagements des acteurs en question en matière de risques cyber. D'accord. Vous disiez qu'il y a 200 signataires. Quelle est la typologie un peu des signataires ? Est-ce que il y a plus de legal tech ? Est-ce qu'il y a plus d'acteurs entre guillemets traditionnels ? Comment c'est réparti ? Il y a un bon équilibre, et on en est ravis, entre justement les acteurs legal tech et des cabinets d'avocats. Alors effectivement, il y a peut-être une prédominance des avocats du côté des professions réglementées, mais c'est à l'image des acteurs de l'innovation juridique dans leur ensemble. Donc là, on parlait des communs, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le mode de fonctionnement en fonction des différents programmes que vous avez déjà traités et que vous allez traiter ? Alors, l'approche par programme, c'est un programme, un champ d'exploration. C'est très simple, c'est thématique, c'est par saison, c'est-à-dire que c'est déjà un programme avec des bornes temporelles, un début et une fin. Un objectif effectivement de constitution de commun ou à minima de documentation de notre démarche. Donc il y a eu des programmes autour de la formation. Il y a eu des programmes qui se sont appelés plutôt des cycles exploratoires parce que on ne se voyait pas y mettre de fin autour de la blockchain, autour du legal design. Je vais laisser Marie parler du legal design, mais par exemple sur la blockchain, on était typiquement dans notre rôle, qui est de prendre un objet très incertain, avec des promesses très hypothétiques, et de se dire, allons-y et voyons ce qu'on peut en faire. Et donc là, on a eu une petite communauté qui s'est créée autour des smart contracts, avec une forte teneur tech, c'était plutôt bienvenu, et qui en fait s'est intéressée à coder, à faire des preuves de concept autour de cette notion de smart contract. Et on a en l'occurrence pu produire une sorte de livre blanc, comme c'est le cas pour quasi tous les programmes d'Open Law, pour raconter les résultats de cette expérimentation. Et qu'est-ce qu'un smart contract ? Un smart contract, c'est un bout de programme qui permet, à partir d'un élément déclencheur, qu'une conséquence s'auto-exécute. C'est une façon d'automatiser, sans aucune espèce d'intervention humaine, une action. Donc concrètement, un smart contract, c'est par exemple un programme qui va dire si la température atmosphérique dépasse un certain seuil, alors je déclenche une certaine action. D'accord. Parce que je suis un acteur du secteur assurantiel. Et donc ça a fonctionné sous forme de groupe de travail ? Oui, en l'occurrence, c'était des sessions de code intensif et la production d'un livre blanc. Et pour ce qui est du legal design, je pense que au moment où ce programme a émergé, on était peut-être à une époque où le terme legal design lui-même n'existait même pas, il me semble, et où on commençait à être intéressé par ce qu'on peut appeler plutôt des postures de design thinking, c'est-à-dire apprendre de la posture du designer, prêter attention à un parcours utilisateur, appliquer de la méthodologie, et on a eu la chance, on l'a créé aussi, de faire intervenir et d'adjoindre à notre communauté des designers, et ça s'est matérialisé par des ateliers, par des interactions, par des échanges, alors toujours pratico-pratique puisque c'est l'ADN des programmes d'Open Law. Ceux qui le souhaitent, et comme toujours la porte est ouverte, ont pu s'initier, parler, tester ce que ça veut dire d'avoir une posture en pensant en langage clair, d'utiliser les outils pour permettre une meilleure visualisation, et certains ont évolué dans leur pratique professionnelle d'avocat par exemple pour intégrer cette capacité de projeter de manière visuelle des réglementations par exemple.
Il y a tout un autre aspect qui consiste à devenir soi-même un facilitateur, c'est-à-dire de faire un peu cet exercice de maïeuticien que les designers apprennent pendant leur formation, mais que un juriste ou voilà, c'est ça. Et qui est autre chose que savoir animer une réunion avec des post-it, mais qui vraiment cherche à faire émerger des besoins qui sont pas forcément exprimés, en tout cas initialement, des irritants ou des frictions qu'on peut résoudre, à les sérier, à les prioriser, à les croiser. Donc ça, c'est une autre approche qui se fait notamment par atelier. Et puis on était vraiment à l'articulation avec les neurosciences, qui est un peu un autre buzzword. Et du coup, ça nous a amené à nous projeter, par exemple, dans tout ce qui est le serious play. Alors, je me souviens de cet épisode du podcast super intéressant avec Enke Kebede. L'une des matérialisations de notre démarche sur quels outils on apporte à des étudiants par exemple ou à des gens dans un processus de formation, c'est matérialisé dans la Legal Games Week qui a eu lieu en septembre 2019, hébergée justement par Enke et par toute l'école des avocats du Grand Est à Strasbourg, où on a travaillé à voir quelles étaient les différentes méthodologies que les uns et les autres utilisaient. Certains sont venus avec des jeux de plateau pour nous faire travailler certains aspects de la réglementation. D'autres ont travaillé, Enke l'avait très bien expliqué, sur le Lego Serious Play qui permet de mettre en connexion la pensée, la main, le geste, la collaboration sous un angle nouveau. Et ça se matérialise de manière très très variée. Et en fait, l'un des avantages, c'est qu'on peut aussi se laisser porter d'un programme à l'autre. Là, en l'occurrence, avec cette dimension de formation par le jeu, ça reboucle avec tout ce qui est formation du juriste de demain, avec des questions d'interprofessionnalité. Donc les choses, comme dans la vraie vie, sont transverses. Et justement, sur le programme juriste de demain, de quoi est née cette idée de programme et quelles nouvelles compétences étaient au cœur de ce programme? Qu'est-ce que vous aviez à cœur de transmettre lors de ce programme-là? Il a pris sa naissance dans un programme qui s'appelait Économie numérique du droit et qui se tenait en 4 grands volets, dont un consacré à la formation, à la rénovation nécessaire de l'enseignement du droit. Et parce que les débats étaient très riches, on a décidé de prolonger la discussion, d'en faire un programme à part, donc il s'est appelé Former le juriste de demain. Et le point de départ, il était vu d'ici, vu de 2020, je pense très évident, très banal, mais sans doute pas à ce point à l'époque. Il était que on pressentait bien que la façon de former les professionnels du droit ne faisait sans doute pas suffisamment de place à ce qu'on appelle aujourd'hui les compétences transversales, inclus les soft skills. Il y a 4 ans, c'était pas si évident que ça dans le monde du droit. Vrai. Et donc notre première démarche, elle a été de tenter un état des lieux, de diagnostiquer d'une certaine façon et d'enquêter, de voir très concrètement auprès des juristes en formation ou en exercice comment ils percevaient les compétences attendues et maîtrisées par eux sur le terrain. Et ça a donné lieu à une grosse enquête statistique qu'on a dépouillée et analysée et qui a permis d'une certaine façon de valider ces hypothèses qu'on avait autour de compétences qui échappaient alors, à l'époque, viatiques de compétences juridiques cœur de métier, oui, qui sont pour le coup bien identifiées et bien protocolées. Donc au-delà du coup de l'étape d'identification de ces nouvelles compétences du juriste de demain, est-ce que ça a mené à d'autres projets qui ont trait justement à ces compétences-là? Alors oui, ça a mené à d'autres projets. En l'occurrence, le programme a connu des ramifications. Ça nous a donné l'occasion, par exemple, de participer à un programme d'État qui s'appelle PIX, donc qui est la nouvelle version de la certification informatique et Internet, et qui se pense comme une plateforme où chacun peut venir s'auto-évaluer à propos de ses compétences numériques, en l'occurrence, d'habileté numérique, et se certifier. Donc là, c'est le public des étudiants visés initialement. OpenLaw, du fait de ses travaux, s'est associé à PIX plus droit. Une autre ramification, c'est par exemple un sujet qui a cours en ce moment toujours autour de l'interprofessionnalité et qui consiste à identifier des familles de compétences qui sont attendues et qui sont indiquées pour exercer précisément dans un cadre pluriprofessionnel. Il y est évidemment question de compétences transversales et de soft skills, mais l'idée c'est d'imaginer, de donner la base pour imaginer des modules d'apprentissage et d'entraînement. Une autre dérivée du programme Former le juriste de demain, c'est par exemple l'intérêt qu'on a porté pour le dispositif des open badges, des insignes numériques qui attestent d'un savoir-faire ou d'un savoir-être, ou parfois tout simplement d'une appétence pour un sujet ou une pratique donnée,
et qui nous semblait être particulièrement adapté en fait à cette approche par compétences qu'on voyait à l'époque poindre et qui est désormais, je pense, plutôt bien diffusée. Et ça fonctionne comment du coup, les open badge ? Alors concrètement, un open badge, c'est une image avec des métadonnées, on y revient, et qui atteste de ce que tu maîtrises une certaine compétence, donc qui peut être très technique, ça peut être la maîtrise d'un langage de programmation, mais qui peut être aussi une preuve de ce que tu es capable de travailler en équipe, tu es capable d'animer une réunion, donc là on rejoint le sujet des soft skills. Et ce qui nous a intéressé dans le système des open badges, c'est que le modèle s'entend comme une reconnaissance par les pairs. Donc c'est un modèle qui est très horizontal et qui nous semble donc a priori vertueux. Dans ce modèle-là, il n'y a pas de rôle de certificateur qui centraliserait en fait la délivrance des badges, quand bien même il nous faut garantir la véracité et la qualité des badges qui sont remis. Donc c'est plus un système de recommandation entre pairs qui atteste de compétences. Oui, ça fonctionne comme un système de recommandation par les pairs. Moi, ce que je voulais dire en conclusion provisoire sur cette question de la formation du juriste de demain, c'est que c'est un axe de la formation qu'on continue d'explorer avec notre ADN à nous. Alors ça peut être assez niche, ou bien on va explorer des soft skills. 2 exemples, on travaille sur la façon d'ouvrir les thèses de droit pour que le contenu soit accessible au plus grand nombre, donc un travail avec notamment des designers. Et puis du côté des soft skills, il y a des gens qui nous alertent sur des choses qui vont plus loin que les simples techniques de collaboration, etc., mais qui parlent d'écoute active, de gestion des émotions. Et voilà, on produit, comme d'habitude, des espaces d'exploration, d'échange pour des éléments qui vont peut-être devenir plus institutionnalisés dans des parcours de formation continue ou dans des formations initiales. Ok. Et quels sont vos projets pour l'avenir, les chantiers que vous aimeriez explorer ? Alors, il y a un premier chantier qui regarde l'association dans sa manière de fonctionner, qui est que comme tous, on absorbe le choc de la pandémie, de la crise sanitaire qui s'installe, et que pour une association, c'est très difficile en fait de mobiliser à distance, d'animer dans un espace virtuel qui vaut bien pour des conférences de travail, pour de la formation en ligne, mais qui, pour l'instant, parce qu'on n'a pas encore la clé, restitue assez mal l'expérience justement du collectif, du lien. Donc ça, clairement, c'est un défi pour nous dans les prochains mois parce que il faut qu'on réfléchisse à basculer les programmes qu'on a pu évoquer qui, jusqu'à présent, se tenaient physiquement sous la forme d'ateliers avec inscription, préinscription à la clé et puis lieu et horaire. Il ne s'agit pas juste de transporter tout ceci sur le web dans des outils dédiés, mais d'imaginer autre chose. Voilà, qui reste à inventer. Donc ça, c'est structurel pour l'association. Et après, en termes de thématique, de sujet? Alors bien évidemment, il y a les fondamentaux d'Open Law autour des communs, alors sous différentes formes. Déjà, on a la co-gouvernance avec une structure qui s'appelle ADOA, une plateforme qui porte le nom de ShareLex, dont on doit revoir l'utilité, l'utilisation, l'usage, parce qu'il y a beaucoup de cas d'usage, de programmes qui pourraient utiliser cette plateforme pour avoir accès à des aspects de droit maintenus par la communauté, c'est-à-dire faire un accès à des cas d'usage du droit commentés par des juristes sur des choses qui sont d'utilité commune. Donc juste, ShareLex, c'est une plateforme où il y a du partage de contenu juridique? Oui. Alors, il y a toujours les aspects de responsabilité, etc. Donc, on regarde la façon de faire, mais ça peut déjà être une première alerte, un premier regard juridique sur un point particulier qui peut éviter que certaines personnes se tournent tout simplement sur un moteur de recherche américain bien connu pour répondre à une question de droit et aillent déjà vers ce premier filtre, cette première plateforme où la communauté maintient des réponses sur des thématiques particulières. Ça a fonctionné, par exemple, pendant le Covid. Il y avait certaines questions liées à la réglementation. Donc, voilà, on regarde comment on peut déployer, développer le fonctionnement de cette plateforme. Il y a d'autres, toujours sur la thématique des communs, d'autres programmes que l'on pressent. On a beaucoup travaillé, comme on l'expliquait, sur les données ouvertes, mais il y a la question des API ouvertes, c'est-à-dire que certaines institutions, on peut penser par exemple à la DILA, produisent des API, c'est-à-dire des connecteurs, pour simplifier, avec leurs données, mais est-ce que tout le monde en est bien conscient? Est-ce que cette passerelle est connue? Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'elle soit plus employée, pour que des solutions de Legal Tech, de RegTech se développent?
De la même manière qu'on a également initié et qu'on va monter en puissance sur un dialogue avec la fonction publique, alors pas juste les institutions centrales ou centralisées, et peut-être en bénéficiant de ce que Sumi vient de décrire, c'est-à-dire le fait qu'on passe à plus de digital, travailler avec la fonction publique territoriale aussi, qui a des enjeux de droit, et on a eu quelques appels du pied pour se tourner vers le droit de la science, parce que la recherche fondamentale, c'est très encadré, et donc ça touche au droit, à la réglementation, à différents échelons, national, européen éventuellement. Ça peut être intéressant d'explorer ça aussi. Donc ça fait partie des grandes thématiques sur lesquelles on va certainement décider de se lancer, comme d'habitude, s'il y a du répondant de la communauté. Et pour revenir du côté du secteur privé, disons, on a aussi une hypothèse de travail à ce stade autour des nouvelles formes juridiques en fait d'exercice. Donc comme on l'a dit à plusieurs reprises, on s'est penché sur l'exercice en pluriprofessionnalité, mais au-delà il y a la forme juridique des sociétés. Et là on a vu émerger des initiatives de coopératives d'avocats qui nous intéressent fortement et donc on a approché et avec lesquelles on aurait bien envie en fait de creuser cette démarche parce que on voit bien à quel point la manière et l'organisation dans laquelle on innove sont aussi déterminants. D'accord. Sur quelle note vous voudriez terminer l'interview ? Ce que je vais dire va peut-être paraître banal parce qu'à mon avis, fin 2020, on est beaucoup à faire ce constat. On vit là un moment de contrainte très forte et c'est un des fondamentaux dans l'innovation que de considérer que la contrainte incite fortement à la créativité et à la transformation de soi. Je mise beaucoup sur cette période difficile en tant que présidente de l'association pour réinventer nos manières d'agir et d'influer. Donc vous pensez que ça peut être vraiment un tremplin pour un changement profond au niveau des professions du droit et du droit de manière générale d'ailleurs? On a tous expérimenté pendant le confinement et même au-delà pendant le déconfinement à l'occasion du télétravail, l'efficacité d'une certaine façon de la conférence ou de la réunion à distance. Pour une association, d'un coup d'un seul, ça a aboli la distance géographique et nous qui voulions au tout début surtout ne pas rester parisiens et nous transporter en région voire au-delà, avions beaucoup de mal à le faire. Et là, nécessairement, en 2021, de fait, on pourra exister et trouver des relais ailleurs qu'à sur Paris, d'autres territoires. Moi, j'ai envie d'apporter, alors c'est un optimisme ou un enthousiasme qui complète le tien, Sumi, en termes de pratique d'innovation. J'ai envie de dire, on vit une époque formidable. Ça peut sembler contre-intuitif, mais effectivement, on a de tels challenges et pratiquement l'opportunité de repartir dans certains aspects à zéro sur nos pratiques d'innovation, et ça s'inscrit dans une dynamique générale de repenser le mode de travail, le monde du travail. Moi, les gens qui m'inspirent actuellement, c'est les gens qui travaillent à reconstruire les services à Beyrouth. Et là, on se dit qu'on est, nous, d'un peu des enfants gâtés, d'être... voilà. Et du coup, avançons. De toute façon, il n'y a pas d'autre chemin. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux pour ce bel échange. Et puis, longue vie au beau projet d'Open Law. Merci Laetitia pour ton accueil et ton écoute. Merci beaucoup. À bientôt. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur cet épisode, me dire si ça vous a aidé, si vous trouvez que c'est intéressant, si le format vous plaît. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à me mettre une très bonne note, de préférence 5 étoiles sur iTunes, ça m'aidera beaucoup, et à parler du podcast autour de vous. Si vous avez des questions, ou si vous voulez donner votre avis, ou si vous avez envie de partager votre point de vue sur tous ces sujets d'innovation, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire sur les pages du vent sous la robe sur les réseaux. Donc il y a une page sur Instagram, une page sur Twitter, une page sur LinkedIn, une page sur Facebook, et sinon sur le site internet, sur la page dédiée à chaque épisode, vous avez la possibilité de laisser des commentaires. C'est vraiment fait pour ça peut être très intéressant de débattre sur ces sujets, donc n'hésitez pas. Et sinon, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. À bientôt!